L'une des qualités les plus importantes chez un leader est la résilience. Et pourtant, nous ne consacrons pas assez de temps à parler de ce besoin de résilience dans nos organisations et avant tout pour nous-mêmes d'ailleurs. C'est peut-être parce que quand nous pensons à des gens résilients, on imagine des marathoniens, des super-héros, des alpinistes qui s'attaquent à l'Everest, ou que l'on soit d'ailleurs un volontaire engagé dans une ONG, un dirigeant d'entreprise, un capitaine d'une équipe de foot par exemple que j'adore, ou une entrepreneur à impact positif. On doit tous faire face aujourd'hui à pas mal de difficultés dans notre ascension vers un sommet, quel qu'il soit dans sa vie. Donc se forger des capacités de résistance est vital pour surmonter ces difficultés et guider les autres avec courage et avec conviction. Et ce qu'il y a de formidable avec la résilience, c'est qu'elle peut s'apprendre aussi, je pense, en tout cas on va en discuter, comme n'importe quelle autre compétence, et que plus on la pratique et plus on va améliorer notre capacité à être plus résilient. Alors quel est le meilleur moyen de muscler notre résilience ou cette force intérieure en nous ? Eh bien, ça va être l'un des propos évidemment qu'on va couvrir aujourd'hui avec la doctoresse Gila Clara Kessous, qui a passé des années à étudier pourquoi certaines personnes craquent sous la pression et d'autres non, ou en tout cas de manière moins visible que d'autres. Actrice, enseignante, chercheuse en psychologie positive, elle a travaillé avec des personnes qui ont subi de terribles traumatismes, notamment des survivants de l'Holocauste et des équipes médicales d'urgence pendant la pandémie de Covid-19. Et son dévouement pour les causes humanitaires lui a valu d'ailleurs d'être nommée artiste pour la paix par l'UNESCO. Aujourd'hui, elle enseigne dans des établissements comme Sciences Po, Harvard, l'Université d'Oxford, et dans son travail de coach également, elle aide des dirigeants de tous horizons à se forger une résilience et à libérer tout leur potentiel. Je suis très très heureux de la rencontrer et de découvrir bien sûr son savoir-faire, ses techniques, qu'elle puisse les partager avec nous pour que nous puissions nous les approprier dans notre vie. Un très grand merci, docteur Gila Clara Kessous, pour être parmi nous dans ce podcast sur le leadership positif. Merci de l'invitation. Gila, si je peux me permettre, je vous en prie. Polariser la discussion. Pour démarrer, est-ce qu'on peut démarrer tout simplement, j'allais dire avec un petit peu peut-être vos fondations, c'est-à-dire votre enfance, et notamment aussi, votre enfance, ça peut être vos parents, les personnes évidemment qui vous ont aimé, qui vous aiment, qui ont aidé à créer ces fondations, et puis aussi votre passion pour le théâtre, je crois qui s'est manifestée assez tôt, et comprendre voilà, peut-être le pourquoi de ces fondations et le pourquoi de cette passion, et est-ce que d'ailleurs c'était une vocation, cette passion pour le théâtre ? Merci encore de m'inviter, de me permettre de m'exprimer aujourd'hui. Les fondations, on va dire, elles sont assez simples puisque j'ai une enfance qui est assez calme, on va dire très tôt, avec cette fascination pour la capacité de se réinventer que propose le théâtre. Comme beaucoup de jeunes à l'époque, je me cherche. Et c'est vrai que pour moi, le théâtre, cet art protéiforme, permet de mourir et de se réveiller. Et c'est vrai que j'aime avoir cette capacité, que je découvrirai plus tard, de résilience totale, parce que sur scène, comme tout est déjà écrit, eh bien, tout fait moins peur. Et la mort aussi. Et c'est vrai que, du coup, ça a donné très tôt une volonté de pouvoir essayer l'épreuve du feu et de pouvoir monter sur scène. J'ai commencé à monter sur scène dès l'âge de 11-12 ans, oui, effectivement. Avec une enseignante qui était assez stricte, qui me disait que je n'aurais le droit de faire de vraies scènes que lorsque j'aurais réussi à avoir un certain niveau de diction. Et donc j'ai passé pendant plusieurs années, j'ai passé mon temps à travailler des fables de La Fontaine, des poésies, et donc à faire vos gammes de la diction. À faire mes gammes, exactement. Ouais. Et c'est donc lorsque je suis arrivée à l'âge de 17-18 ans sur scène avec des pièces de théâtre comme Antigone, Danouille, ou Aquarelle les jeunes filles de Musset, où là j'ai vraiment dévoré, on va dire, le fait de pouvoir avoir le bonheur d'être sur scène et le bonheur aussi d'être traversé par des émotions et d'essayer d'en ressortir, parce qu'un acteur, ça ressort aussi avec différents paliers émotionnels pour revenir, on va dire, à un degré plus calme de la vie. Donc pour moi, en fait, la scène, elle a été à la fois un révélateur pour réaliser qu'en fait,
Aujourd'hui, quand j'utilise les moyens scéniques pour aider dans le coaching ou dans l'encadrement, c'est plus comme un pis-aller de vie. C'est-à-dire que j'utilise ces techniques parce que ces techniques m'ont aidé aussi à pouvoir dépasser cette espèce de pas assez de vie que j'avais avec différentes possibilités d'histoire que j'ai pu vivre au travers d'Avatar. Pas dans le métaverse à l'époque. Pas si loin que ça. De toute façon, les comédiens le savent bien. Incarner un rôle, c'est dormir avec, c'est vivre avec, le temps vraiment d'une soirée, d'une tournée, le temps qu'une pièce doit vivre, et puis ensuite accepter de voir le rôle glisser et lui dire au revoir. Donc c'est vrai que pour moi, le théâtre était d'abord une sorte de capacité de trouver une voix, jusqu'à ce que je comprenne en fait que la mise en voix des sans-voix était pour moi vraiment la carrière que je voulais faire. Une voix pour trouver sa voix. C'est une très belle entrée en matière. Et est-ce que vos parents vous ont encouragé dans cette voie pour trouver votre voix ? Je dirais qu'ils ne m'ont pas découragé. Non, c'est déjà un bon signe, parce que ce n'est Exactement. pas toujours le cas. Donc ils ont laissé faire, comme on dit. Voilà, j'ai une maman qui est enseignante et artiste, voilà, professeur de piano, mon papa qui est également enseignant en éducation nationale. Et c'est vrai que les deux avaient à la fois le côté pédagogie et art, et donc ils ne m'ont pas découragée. Bon, ils étaient quand même très contents que je puisse être bonne élève. Bien sûr. Et de me voir faire un doctorat les rassurait aussi. À côté, c'était pas mal, ça aussi. Exactement. Alors Guilha, vous avez commencé votre carrière donc en tant que comédienne, mais vous êtes rendu compte assez tôt que vous vouliez aussi vous servir de ce théâtre, justement, comme d'un outil pour aider des personnes à guérir après avoir subi des événements traumatisants dans leur vie. Je sais notamment que vous avez accompagné des témoins et victimes du terrible génocide rwandais. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision de dire finalement le théâtre c'est une voie pour trouver ma voie, mais moi ce que j'ai envie de faire, j'interprète là, c'est d'aller aider des personnes qui ont subi des choses atroces, et je vais peut-être pouvoir les aider par le théâtre. En fait, il y a un moment, et je pense que ça c'est dans la carrière de tous les comédiens, il y a un moment où on sort du conservatoire, on a trouvé sa voie d'une certaine manière, et il va falloir ensuite exister. Or, je trouve que le domaine théâtral est quelque chose d'assez ingrat, puisqu'il ne propose aux comédiens que de dire des mots qui ne sont pas les siens, et de faire des gestes qui ne sont pas les siens non plus, puisqu'il est quand même régulé par un metteur en scène. Donc du coup, l'existence d'un comédien, elle va être assez pauvre, à moins justement de travailler un style qui va être un style personnel. Or, à un certain moment donné, lorsque je suis sortie du conservatoire, je me suis dit que plutôt que de continuer à porter les textes et de faire une sorte de systémie esthétique, pourquoi ne pas l'utiliser de façon citoyenne, cette approche théâtrale. Et le bien dire devrait être à la portée des sans-voix, donc de ceux qui ne savent pas dire. Et à l'époque, j'étais vraiment fascinée par ce qui s'était passé avec Jacques Desculvellery, le fantastique spectacle Rwanda 94. Et pour moi, c'était vraiment la première fois que je voyais un théâtre témoignage sur scène, avec des vraies victimes qui parlaient sur scène. Et j'ai voulu justement continuer cette avancée en essayant de pouvoir proposer une catharsis par le théâtre, donc de la dramathérapie, et puis aussi travailler à un meilleur impact contre la désinformation. Mais ce qui est extraordinaire finalement, c'est, parce qu'on va poursuivre après évidemment dans vos différentes évolutions et vies aussi, c'est que finalement à l'époque, si je ne me trompe pas, vous n'étiez pas encore... j'allais dire, vous n'aviez pas encore approfondi tout le terrain de la psychologie positive, mais vous étiez déjà en train d'œuvrer quelque part dans cet univers sans être l'experte en la matière, mais en apportant une autre compétence que, comme vous le disiez très bien, le bien dire pour les sans-voix. J'adore l'expression. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose aussi qui devait dépasser simplement cette capacité d'esthétique pure dans l'amour du beau que peuvent avoir les comédiens et les metteurs en scène, non pas pour décrier l'art théâtral, mais c'est vrai que vraiment le théâtre en tant que tel
au niveau pédagogique, peut faire tellement de bien que je me suis dit que ce serait vraiment dommage de faire, de passer à côté de cette possibilité de donner aux autres. Je sais, très tôt, j'ai eu cette volonté de pouvoir être utile avec le peu que je savais. Et justement, à l'époque, je ne savais encore que ces questions-là de théâtre. Ensuite, je vais savoir un tout petit peu plus parce que je vais essayer surtout de bénéficier de lumière de personnes qui m'ont fait... m'ont fait rêver. Mais à l'époque, je me disais déjà, il faudrait que ces techniques-là... comment est-ce que je peux apporter et comment est-ce que je peux aider. Alors, qu'avez-vous appris au cœur un petit peu finalement de ces souffrances extrêmes? Parce que là, vous avez été quand même exposé aussi directement à des personnes qui avaient subi des choses incroyables. Et la capacité de certains d'entre eux, notamment, quelque part à transcender cette souffrance, et pour survivre d'abord, et ensuite, dans certains cas même, je pense que vous l'avez décrit, et on l'a vu dans d'autres cas de figure, un petit peu de personnes incroyables, qui ont su développer une formule pour apprécier la vie, malgré tout ce qu'ils ont subi de manière atroce, et aimer la vie, finalement, malgré l'insupportable. Est-ce que vous pourriez nous partager peut-être une rencontre avec une de ces personnes qui vous ont profondément... pas simplement touché, mais qui vous ont montré le chemin, finalement, de ce qu'était que la résilience? Alors, dans le cadre de l'enregistrement du livre « Ma mère m'a tuée » de Albert Hansen-Guimana, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer d'autres survivants du Rwanda et de travailler avec eux. Il y a eu une femme en particulier qui m'a beaucoup touchée. Elle a travaillé sur un texte que je lui avais proposé, qui était un texte, qui était un monologue issu de Shakespeare. On avait choisi ensemble. Et c'est vrai que ce qui était absolument fascinant, c'était de voir comment est-ce que, à un certain moment donné, l'abandon de soi, le lâcher-prise faisait que tout ce qui était dit dans ce monologue était utilisé comme si c'était elle qui revendiquait les choses. C'était quelque chose qui était assez bluffant de voir comment le corps, tout d'un coup, arrivait à vraiment sortir toute la puissance, en fait, qui avait été brisée. Et comment est-ce que, finalement, l'intégrité revenait dans une noblesse qui avait été peut-être perdue jusque-là. Et c'est ça aussi la puissance du rôle. La puissance du rôle, c'est vraiment permettre à la personne d'endosser le manteau d'une reine, en l'occurrence, et de pouvoir montrer en fait à l'humanité le temps de quelques minutes ce qu'elle a perdu ou ce qu'elle n'a pas voulu voir. Moi, elle m'a beaucoup touchée non seulement dans la puissance de son évocation, mais dans la capacité qu'elle a eue ensuite à pouvoir me dire qu'elle continuait d'apprécier la vie. Et c'est vrai que si jamais on met bout à bout des survivants du Rwanda avec qui j'ai travaillé ou des personnes déplacées Rohingyas du Bangladesh ou des survivants de la Shoah, ce qui m'a vraiment le plus fascinée, c'était cette capacité de pouvoir simplement même pas se poser la question de savoir si on était heureux parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et donc, le degré là de bonheur, de psychologie positive, n'est plus à quantifier. Parce qu'en fait, on n'est pas dans la question de savoir si oui ou non. Comme on est dans la survie, la survie suppose en fait quelque chose qui va aller de mieux en mieux. Donc, une sorte de promesse d'espoir. Oui, éternel. Que tout ce qui va venir sera meilleur. Et en bâtissant un petit peu cette discussion, Gila, je sais que vous avez eu ce plaisir aussi de travailler aux côtés d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, et qui a eu, je pense, une influence forte sur vos premiers travaux. Qu'est-ce que vous avez appris finalement en travaillant à ses côtés, sur son travail, mais aussi à nouveau sur la façon dont une victime peut changer de statut et endosser, j'allais dire, un rôle de leader positif et montrer l'exemple à bien d'autres qui ont de toutes petites misères dans leur vie et qui peuvent s'inspirer de tels role modèles, comme diraient les Américains, role model, je suis désolé en français, c'est toujours difficile à traduire, mais d'une telle exemplarité finalement. Ce que j'ai appris aux côtés d'Elie Wiesel, c'est vraiment le sens de l'humilité. C'est vraiment quelqu'un qui, lorsqu'on venait dans
son bureau en tant qu'élève. Moi, j'étais son élève de doctorat, donc j'allais à ses heures de bureau assez régulièrement. C'est quelqu'un qui s'asseyait à la table et qui nous disait très souvent « racontez-moi ». Et je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, il y a eu ce moment de silence, de regard, moi qui attendais bien sûr avec le stylo, prêt à noter chacune des paroles du maître, et lui qui me regarde avec bienveillance et qui me dit simplement « racontez-moi ». J'écoute. Voilà, donc cette espèce là aussi de changement de rôle du maître et de l'élève avec ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les conférences inversées. C'était vraiment ça, le style d'Elie Wiesel. J'ai aussi appris un énorme courage avec quelqu'un qui ne se soustrait pas vis-à-vis de ses responsabilités. C'est vraiment quelqu'un qui avait la capacité aussi de prendre sur ses épaules, de pouvoir parler non seulement de ce qui lui était arrivé en termes d'atrocité, mais de pouvoir aussi avoir une certaine union dans cette idée de victime et de partir sur le terrain. C'est quelqu'un qui est parti à Sarajevo, c'est quelqu'un qui s'est aussi mobilisé sur le Rwanda. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'hésitait pas à pouvoir parler à l'oreille des présidents pour leur rappeler que le pouvoir c'est une chose, mais que les sans-voix c'en est une autre, les invisibles c'en est une autre, et que le pouvoir ne suppose pas d'écraser l'autre, au contraire. Au contraire, c'est de rendre visibles les invisibles et donner la voix à ces sans-voix. On sent qu'il y a plusieurs signaux là qui convergent sur ces invisibles. Oui, Guy, là, je souhaiterais qu'on poursuive donc sur votre travail post-doctorat à Harvard et notamment une rencontre, je crois, qui a été assez capitale quand même aussi, avec Tal Ben-Shahar sur le bonheur, et qui, à un moment, je crois, vous avez décidé finalement de vous réinventer. C'est moi qui utilise le mot, je ne sais pas si c'est ça, réinventer, de changer de direction en devenant notamment, pas seulement, coach, et en allant travailler ensuite avec des dirigeants d'entreprise, des cadres, c'est-à-dire un public finalement complètement différent d'abord de celui du théâtre dont on a parlé, et puis de l'humanitaire aussi. Donc qu'est-ce qui vous a si profondément marqué, le fameux déclic dont on parle souvent dans certains moments de notre vie, en écoutant à un moment donné Tal Ben-Shahar parler? Lorsque j'arrive à Harvard Université, c'est pour enseigner le cours Théâtre et droits de l'homme. J'y suis invitée et je suis très heureuse, même si au fond je suis profondément malheureuse, puisque à force d'écouter les témoignages, de les recueillir, de travailler à la mise en voix en fait de l'atrocité, j'ai beaucoup de mal, et vous l'avez dit vous-même, je n'avais pas les clés, je n'avais pas les armes non plus de psychologie positive pour tenir. Beaucoup de personnes d'ailleurs sont comme ça, dans leur volonté de don, il y a un côté un peu sacrificiel et donc qui s'oublie. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivée à Harvard Université, j'étais très proche du burn-out. Quand on est à Harvard, on peut prendre n'importe quel cours. Et donc, en feuilletant le catalogue, je vois ce cours sur le bonheur et en bonne française, je me dis « Attendons-nous à être déçus ?» Parce que c'est des Américains, quoi. C'est ça qui vont nous raconter leur... Ils vont nous raconter le Colgate avec le grand sourire dents blanches. Everything is great. Exactly. Donc, je suis les cours et non seulement je suis éblouie, mais je suis guérie. C'est-à-dire que j'ai appris des armes pour pouvoir me préserver et encore une fois, mieux tendre la main. Parce que les personnes qui veulent faire don d'elles-mêmes, ils oublient que quand on est par terre, on ne peut pas aider les gens à se relever. Donc il faut avoir un minimum de posture debout qui suppose une vraie conscience de distanciation avec la victime. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, Tal Ben-Shahar m'apprend ça. Il apprend dans la psychologie positive à pouvoir se préserver, à pouvoir prendre de la distance, à pouvoir mettre en place aussi des systèmes de défense qui sont très importants. Et à la fin du cours, je vais le voir en le remerciant profondément et en lui disant que, pour moi, même si j'ai trouvé mon compte, ça manque d'incarnation. Il manque un côté d'implication corporelle en tant que comédienne. Voilà, je lui dis que ce serait intéressant de pouvoir conjuguer les deux. Et là, donc, il me met au défi, il me propose de pouvoir imaginer 5 minutes d'exercice, justement, mêlant théâtre et psychologie positive. Et comme il devait faire une conférence le mois prochain devant un parterre assez important, il me dit, voilà, je te laisse monter sur scène. Et donc, je me creuse les méninges. Ah oui, c'est pas mal, ça, c'est un Exactement. Et du coup, je fais quelque chose, ça lui plaît, ça plaît au public.
Et il me dit, on essaye de faire ça le mois prochain avec une assemblée encore plus grande, je te laisse 10 minutes. Et donc petit à petit... C'était quoi, si je peux me permettre, ce que vous avez pas improvisé, vous l'avez préparé comme bien c'est 5 sûr, minutes. Bien sûr. Si on peut se le représenter, c'est pas facile, parce non, que bien c'est sûr. très physique aussi. Alors, théâtral, ça allait de plusieurs exercices qui allaient à la fois sur quelque chose qui était de l'ordre simplement de la détente corporelle, mais immédiate. C'est des choses comme de la pluie énergétique, c'est des choses comme de la prise de conscience aussi du rapport qu'on peut avoir à l'autre lorsqu'on se tourne vers la personne et que l'on voit si la personne est disposée ou pas, avec ce que moi j'appelle le sourire du visage. Pour nos auditeurs, par exemple, qu'est-ce que c'est que le sourire du visage? Ça n'a l'air de rien, et pourtant, en fait, c'est quelque chose qui est fondamental dans le rapport à l'autre. Je vais être un petit peu plus explicite. Pour réussir cet exercice, prenez un miroir. Lorsque vous êtes devant le miroir, essayez de regarder votre visage le plus détendu possible. Et vous allez voir que si vous êtes complètement détendu, les joues vont aller relativement vers le bas, le visage va avoir l'air assez tiré, et en fait, une personne, si jamais elle vous voit ainsi, aura l'impression de vous déranger. Le sourire du visage, c'est justement essayer de comprendre que ce n'est pas parce que vous allez forcer votre visage à avoir les lèvres qui remontent que vous allez donner une idée de disponibilité à votre public. Que vous serez accueillant, nécessairement. Que vous serez accueillant. Le vrai travail, ça vient du haut du visage, du fameux masque. Et le haut du visage suppose en fait de mettre de la tension pour montrer de l'attention. C'est la différence entre un visage qui est relâché et un visage qui est ouvert. Donc ça vraiment, en fait, pour réussir à avoir un visage ouvert, eh bien, mettez vos mains sur les joues, remontez légèrement vers les tempes et lissez le front. Et vous allez voir, en fait, c'est cette espèce de ce qu'on appelle le charisme, la présence. Vous allez voir qu'il y a une sorte de micro-particules d'énergie qui va se développer du visage, qui commence à se diffuser. Et on le voit par rapport à cette conscience que l'on a lorsqu'un personnage entre en scène. Si jamais le héros, le comédien a pu faire ce geste-là de remonter vers les tempes et puis lisser le front, il y a quelque chose qui va se dégager vraiment au niveau énergétique. Et une personne qui va venir vous voir, si jamais vous réussissez à activer ces zones en le regardant, en lui disant oui, je t'écoute, va être plus enclin en fait à entrer en relation avec vous. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fou. Et c'est vrai que ça, c'est un exemple des exercices que j'ai pu faire et qui avait beaucoup plu, parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans un cadre d'entreprise, on pense toujours que le corps est un support qui est superflu. Généralement, si au moins on pouvait communiquer sans tête, sans corps, vraiment, que la voix, ça suffirait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez bluffant à faire. Et donc, du coup, c'est comme ça que Tal Ben-Shahar m'a dit, tu sais, les techniques que tu proposes, c'est des techniques de coaching. Si tu veux vraiment avoir un changement sociétal, il faut que tu le fasses par l'institution, par le collectif, par l'entreprise. Et il m'a dit de pouvoir me former au coaching en entreprise. Alors, l'entreprise n'était pas si, on va dire... inconnu que ça, finalement. Puisque j'avais eu la chance de faire l'ESSEC après le conservatoire. Désolé d'avoir oublié de mentionner ça dans l'impressionnante liste de... En fait, tout simplement parce que au sortir du conservatoire, je voulais commencer à monter des spectacles sur ces questions-là de génocide avec des survivants. Et j'avais rencontré à l'époque des amis de mes parents producteurs qui m'avaient dit « Et quel est ton budget ?» Et là, je les avais regardés en me disant écoutez, je n'ai pas lu cette pièce de théâtre, je ne peux pas vous répondre. Et là, il m'avait dit va apprendre. Un petit peu, et donc, comme j'avais fait les classes préparatoires, j'avais fait une passerelle pour rentrer en admis sur titre en deuxième année à l'ESSEC, avec une mise à niveau où j'ai pleuré sur la comptabilité, la finance, etc. Mais j'avais réussi donc à avoir ce MBA généraliste qui m'avait beaucoup plu et beaucoup aidé aussi pour avoir tout simplement un rapport au monde beaucoup plus concret. Concret, tangible, factuel sur cette réalité-là. Et donc c'est après que je vais partir pour faire mon doctorat. Mais donc du coup, l'entreprise pour moi avait été connue lorsque j'avais fait l'ESSEC. Et ce qui est le plus bluffant, c'est vraiment de voir comment est-ce que la question du pouvoir, lorsqu'elle est dans les mains des dirigeants, quand on a à la traiter en tant que coach, la question du corps va revenir. C'est vrai que c'est là où les techniques de théâtre vont être nécessaires. Non, mais c'est superbe d'avoir pu exprimer ça. Alors moi, j'ai le
plaisir de voir votre visage au moment où vous parliez de cette expérience que vous avez dû mener devant ce grand auditoire, mais évidemment par la voix on ne retransmet pas tout, même si je pense qu'il y a des tonalités de voix aussi, je pense avec lesquelles on va réagir de manière extrêmement différente, évidemment, mais ça on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je voulais revenir peut-être, Ghislain, justement sur ce travail que vous avez fait avec Tal Ben-Shahar, et après vous-même décidant finalement de prendre une autre étape dans votre vie. Alors, j'ai reçu il n'y a pas longtemps quelqu'un, je ne sais pas si vous connaissez, s'appelle Whitney Johnson, qui est une coach américaine, auteure, qui s'est réinventée plusieurs fois dans sa vie. Elle était au départ secrétaire de trader à Wall Street. Elle a démarré comme ça. Puis au bout d'un moment, elle a dit, mais c'est stupide finalement. Pourquoi je vais limiter ma vie à être secrétaire de ces traders qui l'impressionnaient pas du tout quand elle voyait finalement ce qu'ils faisaient. Donc elle a pris leur métier, elle est devenue elle-même, elle a bossé dur. Et après, elle a grandi, elle a pris la responsabilité, elle a rejoint le fameux Christensen, auteur du dilemme de l'innovation. Et ensemble, ils ont créé une structure dans laquelle ils appliquaient le fameux modèle de la courbe S, la S-curve, pour investir. Et à partir de là, elle a décidé de créer un modèle elle-même de la S-curve pour les personnes, pour se réinventer. Voilà. Ça, je prends ce raccourci, cette connexion pour nos éditeurs, parce que c'est intéressant, et elle parle des différentes étapes de la nouvelle ascension qu'on fait quand on est sur une phase de relancement de soi-même, qui est extrêmement dure, extrêmement, j'allais dire, où il y a beaucoup d'humilité là, parce qu'on ne sait rien, on est dans l'inconfortable, du coup on ne sait rien faire, on est incapable d'avancer. Et puis après, la phase d'après, où on commence à bâtir ces quelques routines, ces quelques compétences, cette capacité à faire des choses et à renforcer une petite dynamique de succès qui fait qu'on s'encourage et on grandit, avant d'aller à l'étape du dessus, qui est vraiment, on est au summum de son art, mais où on arrive à un nouveau plateau. Et là, c'est dangereux, parce que si on est trop complaisant avec soi-même, évidemment, on est tellement bon, on sait tout, qu'on ne se remet jamais en cause. Je m'arrête là, parce que c'est une discussion qui avait été très intéressante. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, finalement, de vous dire, je suis retombé sur un nouveau plateau, alors vous avez déjà fait plein de choses, et je vais me réinventer? Moi, je dirais que la réinvention dans ma vie professionnelle, elle est plus sous une forme de tuilage. Tuilage. Oui, de tuilage. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment imaginer une sorte de point sur lequel je suis, qui va me permettre en fait de pouvoir rayonner et essayer de comprendre en quoi est-ce que le pas que je viens de faire peut s'inscrire dans une modernité aidante et enrichissante. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais on le fait en conscience, le tuilage va venir en fait avec une résonance, où tout d'un coup, j'allais dire un petit peu comme en ostéopathie, ça vient taper quelque part. On sent qu'en fait, c'est là où on va commencer à développer même un réseau complètement différent, parce que quand on commence à travailler en silo, on se rend compte qu'on a fait assez rapidement le tour. Et c'est ça qui est assez bluffant, même au niveau international. Les réseaux sont quand même assez finis, et ça on le voit avec LinkedIn. Dès qu'on commence à vraiment s'intéresser et aller en profondeur, finalement on a assez vite fait le tour de son réseau. Alors que si jamais on commence à travailler en constellation, c'est-à-dire en quoi est-ce que le pas que je fais me rapproche de certaines choses que j'aimerais bien connaître, et me rapproche de certaines personnes qui me font rêver. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'aller justement de personne en personne, qui pour moi étaient comme des personnes repères, où je sentais que j'avais des choses à apprendre. Que ce soit Paul Ekman, que ce soit William Moury, que ce soit Tal Ben-Shahar, Elie Wiesel, Malala Yousafzai. C'est des personnes pour moi qui, en fait, presque dans la façon dont leur cœur pulse, je dirais, en termes énergétiques, il y a quelque chose qui fait que je me dis que je ne peux pas être vivante à ce moment-là sans essayer, non pas désespérément de leur parler, mais de m'approcher, de voir comment est-ce que je peux assister à une conférence, voir qui y participe, et comme par hasard, voir qui participe à quelqu'un d'autre qui me fait vibrer. Petit à petit, en fait, on commence à rentrer dans une sorte de jouissance d'assemblage, de l'ego,
avec justement un bâtiment à construire qui doit être de différentes couleurs et de différentes formes. Mais je parle plus pour moi de tuilage parce qu'il n'y a jamais eu l'angoisse de savoir qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que je vais être, est-ce que je vais être efficace, est-ce que je vais être performante. Non. L'envie d'aider a fait que, en fait, pour non pas être crédible, mais pour être honnête, je ne pourrais pas me présenter si jamais je n'ai pas fait le tour de cette question-là. Donc pour moi, je ne peux pas me dire coach en psychologie positive si je n'ai pas ce diplôme. Je ne peux pas me dire coach en négociation si je n'ai pas ce diplôme. Alors le diplôme, quelquefois, n'a rien à voir parce que bien sûr, c'est l'expérience qui va faire la différence. Et ça, on le voit par rapport aux coachs. Vous avez des coachs ultra diplômés qui, sur place, en fait, vous laissent pas parler parce qu'ils veulent vous montrer qu'ils sont diplômés. Science, et ça, c'est très compliqué. Ce qui est à l'inverse d'une philosophie de coaching. Mais c'est très compliqué aussi parce que quand on est coach et qu'on est diplômé, on pense pouvoir faire un peu des masterclass à certains moments. Donc, mais si vous voulez, pour moi, en termes d'honnêteté intellectuelle, il y a eu le plaisir, la jouissance de la curiosité intellectuelle, tout en continuant à essayer de pouvoir être le plus utile possible. Donc, sans, je pense, anticipation de volonté de donner à sa carrière quelque chose qui va être de l'ordre d'une profitabilité ou d'une efficacité plus consciente. Non, j'aime beaucoup la vision de ces tuiles. Je ne sais pas si c'est pour assembler un toit ou pas. Ça me fait penser à un toit. Je ne sais pas si vous aviez déjà une vision du toit. Oui, c'est une bonne idée. De Gila Claraquesous, qui est en train de se constituer, de la maison qui grandit. Je ne sais pas. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. Alors justement, pour parler un petit peu de ces tuiles que vous avez assemblées, vous êtes allé par votre gross mindset. Je fais une connexion évidemment à quelque chose que je suis aussi beaucoup connecté. Parlons un peu de la psychologie positive. Vous en parlez déjà évidemment depuis un petit moment. Dans votre podcast, Gila, j'ai eu le plaisir de recevoir des personnes que vous connaissez, je pense, très bien, mieux que moi, mais ils m'ont fait un grand plaisir. Kim Cameron, Audrey Tang et Barbara Fredrickson. Voilà. Et donc, on a passé un très très bon moment, évidemment. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, ce sont des auteurs et des chercheurs en psychologie positive, donc qui font des travaux, qui ont fait des travaux et continuent de manière incroyable. Et donc, j'ai une question très concrète à vous poser. Selon vous, est-ce que la psychologie positive est-elle une science de l'humain ? Parce que c'est une grande discussion, je sais, entre spécialistes. Je ne suis pas un de ces experts, je n'ai pas passé tous ces diplômes, mais je me suis beaucoup intéressé à ça, neurosciences aussi. Ou est-ce que c'est une branche de la psychologie elle-même ? Et selon la réponse, quelles sont les implications finalement pour bien comprendre l'importance de la psychologie positive et quoi en attendre finalement ? Alors, moi, je serais plus sur le côté science de l'humain, parce que, pour moi, la psychologie positive n'est pas de la psychologie. Le principe même de la psychologie, c'est quand même d'essayer de comprendre d'où vient le mal, avec une idée du pourquoi qui va être radical. Le but de la psychologie, c'est vraiment de chercher la source. Et la plupart du temps, la trouver dans l'inconscient, dans la petite enfance, dans l'éducation, dans des prismes, on va dire, qui vont être établis depuis la naissance de l'individu. La psychologie positive prend, et vous le savez bien, l'individu Inc and Nunc, ici et maintenant, pour essayer de lui faire non pas répondre à la question du pourquoi, mais du comment aller mieux. Et donc à partir de là, pour moi, cette science de l'humain, c'est même en termes scientifiques, une capacité de prendre en considération les ressources propres de l'humain avec une optimalisation de cette espèce de système immunitaire inné. On va donc ne pas demander à l'individu d'essayer de savoir pourquoi il va mal, de trouver la racine du mal, mais essayer de lui faire comprendre, ok, jusqu'à présent, voilà comment tu as fonctionné. Aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement. Bien sûr, selon le degré de gravité, la psychologie positive ne peut pas répondre à des pathologies, mais voilà le dysfonctionnement. Qu'est-ce que tu peux utiliser en conscience de ce que tu utilisais avant
pour faire en sorte de dépasser ça. Ouais. Et du coup, c'est en cela que la psychologie positive va être incroyable. Vous parliez d'implication, mais pour la résilience. C'est sûr. Puisqu'en fait, ça va permettre à la personne d'ouvrir les yeux sur sa systémie. C'est-à-dire de ne plus faire semblant que aller bien, c'est quelque chose, en fait, de... comment dirais-je, NA, vous savez, non intéressant, oui, non intéressant, admis. Pas pertinent. Voilà, pas pertinent. Donc, aller bien, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne? Quelles sont ses ressources? Quelles sont ses capacités? Et comment optimiser sa performance? Et ça, c'est quelque chose qui est très fort parce que c'est en dehors, encore une fois, d'un prisme qui serait un prisme d'expertise. C'est vraiment de l'ordre du comportemental. C'est pour ça, et ça, si vous avez suivi en particulier le podcast avec Barbara Fredrickson, c'est vraiment la grande différence entre les compétences, qui sont les différentes caractéristiques acquises qu'on a dans les diplômes, dans les écoles, dans l'éducation, avec justement les forces, et ça c'est Martin Seligman qui nous le rappelle aussi, ces capacités innées de mettre en puissance des ressources naturelles avec le flow de Mikhail Csikszentmihalyi ou autre. Donc l'idée c'est vraiment de se dire que sans le savoir, je renferme en ce moment un système qui va être quelque chose qui est en capacité de me sauver si jamais je prends le temps de l'observer. Et ça, c'est vrai que c'est assez révolutionnaire. C'est révolutionnaire non seulement en optimisation de la performance, mais c'est aussi révolutionnaire vis-à-vis de la santé. Parce que plus on va réussir à permettre à chacun de mieux comprendre comment ça marche, plus on va permettre en fait à chacun de pouvoir, et c'était le but aussi de la psychologie positive, de pouvoir arrêter de commencer tout de suite les antidépresseurs dès que ça va pas bien, ou alors, vous savez, les fameux mood equalizer qu'on a aux États-Unis, qui sont terribles, en rétinol, etc., pour essayer, quoi qu'il arrive, de surtout pas se sentir mal. Je cite quelquefois un épisode de ma vie qui m'a appris beaucoup. C'est ce moment aux États-Unis, le jour où je devais rencontrer Elie Wiesel, où je me suis fait renverser par une voiture. Et j'en suis ressortie chaise roulante pendant pas mal de mois, avec une canne, etc. Et une des choses qu'on va me proposer très rapidement aux États-Unis, c'est est-ce que vous voulez qu'on sectionne le nerf pour justement enlever toute trace dans votre corps de mémoire de douleur. De la douleur. Exactement. Wow. Et voilà, sans le savoir, j'avais pas encore rencontré Elie Wiesel, etc. J'avais trouvé ça absolument terrible, en disant que cette douleur faisait partie de moi et que je voulais la garder précieusement. Alors bien sûr, il fallait voir les yeux au ciel que ont fait les médecins qui montrent. Je les ai entendus murmurer Frenchy. Voilà, crazy Frenchy, parce que c'était un côté français très romantique pour eux. Mais vraiment, cette idée de comment est-ce que, parce que ça va faire partie de moi, dans mon histoire de vie, je vais réussir à pouvoir transcender et avancer malgré la douleur. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse un tout petit peu maintenant, Gila, c'est peut-être parler comme vous l'avez fait, qui est fantastique pour nos auditeurs, un peu de quelques techniques finalement que vous avez largement éprouvées et utilisées avec des publics très différents, notamment une technique qui s'appelle le réalisme positif, et qui est une approche psychologie positive qui va aider les gens finalement à être plus heureux, je ne sais pas, oui, probablement, grâce justement à cette résilience acquise et cette capacité à mieux comprendre comment tirer le meilleur de leur propre capacité aujourd'hui sans aller même chercher des traitements médicaux ou autres ou sectionner le nerf qui ne va pas. Alors comment ça marche, ce réalisme positif, et quels sont les comportements essentiels que nos auditeurs devraient adopter, voilà, s'ils devenaient des positifs réalistes? Alors, il y a un épisode que Tal Ben-Shahar décrit dans plusieurs de ses livres. D'ailleurs, s'il y avait un seul livre à lire de Tal Ben-Shahar, ce serait lequel? J'aime bien donner des références. C'est l'apprentissage de l'imperfection. L'apprentissage de l'imperfection. L'apprentissage de l'imperfection qui reste quand même, on va dire, le best-seller, surtout en France, où on parle plus naturellement d'imperfection que de bonheur.
Donc, un épisode qu'il cite souvent, c'est ce moment où il va à la cafétéria de Harvard. Vous savez, il faut imaginer un peu comme Harry Potter. Hein. On est dans une grande chapelle, chacun a son petit plateau, etc. Et puis, il avait mal dormi, il n'a vraiment pas l'air content. Il s'isole, il commençait à faire ses cours sur le bonheur. Il veut manger seul. Et tout d'un coup, il y a un étudiant qui vient le voir en lui disant... C'est vous, le prof de bonheur ? Vous n'avez pas l'air... Oui. Ah ouais, je sais, vous donnez des cours à mon coloc. Bah, dites donc, vous n'avez pas l'air du tout heureux, ça marche pas du tout vos cours. Et donc, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on va travailler la psychologie positive qu'on va tout le temps être dans un état de béatitude. De béatitude et d'extase. Au contraire, Tal Ben-Shahar le rappelle, et ça aussi en termes de spiritualité, on le retrouve souvent, le vrai bonheur, c'est le chemin. C'est-à-dire réussir à aller vers, c'est cette espèce d'élan vers, pour éviter ce que vous disiez tout à l'heure, les plateaux, ces moments où tout d'un coup, on a l'ivresse d'avoir réussi quelque chose et puis tout d'un coup, très rapidement, retomber en se disant, mais what's next, quoi, qu'est-ce que je vais devenir et qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois. Donc, que vous proposez ? Un exercice que l'on fait d'ailleurs en classe avec... Tal Ben-Shahar, c'est un exercice qu'on appelle l'exercice du spire. Spire en anglais, qui veut dire spirale. Le spire, c'est en fait une façon de prendre sa propre température pour savoir si tout va bien. Et encore une fois, il faut dépasser l'idée qu'on peut imaginer qu'est le bonheur, c'est-à-dire un état de joie un peu naïve, mais vraiment un état d'optimalisation de soi. C'est vraiment ça, le bonheur dans la psychologie positive. C'est comment faire pour que toutes mes facultés mentales et physiques soient à jour, soient le mieux exploitées. Ça ne veut pas dire que, alors que je vous parle, je suis peut-être forcément à 10 sur 10 de joie. Bon, je le suis quand même, parce que c'est vrai que c'est très plaisant de pouvoir être avec vous. Mais malgré ce 9 sur 10, on va dire, mes capacités sont bien utilisées. Donc, il y a une bonne rentabilité en termes systémiques. Donc, pour vérifier ça, Tal Ben-Shahar nous disait de prendre cette température à peu près 3 fois par semaine au tout début, idéalement à la même heure, idéalement dans le même cadre, donc dans le même lieu, et d'essayer de s'évaluer de 1 étant la note la plus basse, à 10 étant la note la plus haute, sur différentes dimensions. Et justement, ces différentes dimensions vont créer l'acronyme SPIRE. Alors, bien sûr, la première dimension de SPIRE, ça va être la dimension qui va être spirituelle. La dimension spirituelle, attention, ça n'a rien à voir avec un côté religieux, c'est est-ce que ce que je suis en train de vivre, lorsque je m'isole, que je prends un peu de temps pour réfléchir, est-ce que ce que je suis en train de vivre me donne un sens profond ? Me nourrit. Exactement, mais me nourrit vis-à-vis de ma place dans le monde. Dans le monde. Donc ça, c'est ce qu'il appelle le spirituel. C'est vraiment le sens profond. C'est le fameux, si vous voulez, le purpose, la raison d'être, la vision, la valeur. La mission personnelle. Exactement, mission personnelle. Donc prendre un tout petit moment pour se noter, à ce moment-là, de 1 à 10, ce que je suis en train de vivre, est-ce que pour moi, ça fait sens ? Et ça m'aide à mieux comprendre ma mission, ma place dans le monde, ce que j'ai à donner aux autres, ce que je sens avoir à donner dans le monde. Ok, ça c'est le S premier. Ensuite, deuxième lettre, le P, c'est physique. Est-ce que je peux prendre un tout petit moment pour commencer à essayer de me donner une note de 1 à 10 et savoir comment je vais ? Est-ce que si, soudain, lorsque je prends un tout petit peu de temps de réflexion, je réalise que ça commence à faire mal dans le dos. Dans le dos, dans la nuque. Dans la nuque. J'ai une vieille blessure qui se réveille, que je fais taire tout le temps par l'action. Donc ce moment-là de réflexion physique, il est extrêmement important. Pourquoi ? En imaginant que j'ai sous la moyenne, alors bien sûr, l'idéal c'est toujours de noter pourquoi. On se donne cette note. Si jamais je me mets 4 et que je me retrouve à me redonner 4 2 jours plus tard, et encore 4, il faut vraiment traiter. Ça veut dire en fait exactement qu'il y a quelque chose là qui est masqué et qu'il faut que je puisse vraiment prendre en considération. Donc ça, c'est le P qui est dans
le côté physique. Le I de Spire, c'est intellectuel. Est-ce que j'apprends quelque chose? Est-ce que je me nourris en ce moment? Ou alors est-ce que j'ai l'impression de m'étioler, que je m'ennuie, que je ressasse, je répète, exactement. Là aussi, si jamais on est sous la moyenne, quand on répète la température, voir comment traiter. Le R, c'est relationnel. Et là, bien entendu, quand on était en plein confinement, le R était quelque chose de terrible. Très dur, c'était du 1 sur 10 ou... De 1 sur 10, exactement. Est-ce que je me sens soutenue? Est-ce que je me sens entourée? Est-ce que ça n'a pas à être la personne hyper, comment dirais-je, populaire, mais ça a à être vraiment une conscience de pouvoir être en relation avec les siens, avec ceux avec qui on veut partager, etc. Et puis le E, c'est émotionnel. Et le émotionnel, c'est vraiment comment est-ce que je peux me noter au niveau émotionnel entre 1 et 10. Le 1 étant des émotions qui vont être des émotions difficiles à vivre. Est-ce que je suis souvent en colère? Est-ce que j'ai beaucoup de frustration? Au-dessus de la moyenne, ça va être assez, on va dire, assez satisfait dans la volonté, dans l'élan de pouvoir découvrir d'autres choses. Donc vraiment, c'est plus essayer de, bien sûr, découvrir quelque chose qui serait de l'ordre de la dépression, ou alors de schémas émotionnels qui reviennent. Qui reviennent, des patterns. Des patterns, exactement. Et donc ce Spire, quand on est intéressé à pouvoir appliquer la psychologie positive, on peut le faire, rien qu'une fois par semaine, et essayer de tenir un carnet, et prendre à la fin du mois un moment pour se dire... Mais c'est fou, tel jour j'ai dit ça, mais c'est exactement la même chose que ce que je dis 3 semaines plus tard. Donc en fait, il y a quelque chose là en termes de curiosité intellectuelle qu'il faut absolument que je soigne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet une façon, vous savez, comme on dit en anglais, the whole being. On a une difficulté de traduction en français. C'est vraiment la façon de prendre en considération le tout de l'être humain, qui est assez remarquable, je trouve. Non, mais je pense que c'est un super outil, tout simplement, à mettre entre les mains de chacun d'entre nous, tout simplement, pour réaliser où on en est, quoi. Alors moi, je suis un fan un petit peu d'objets connectés, on va pas tout... j'ai cette Bagoura dont j'ai déjà parlé, qui analyse notamment, j'étais très sensible à ça, mon sommeil. D'une manière très profonde, c'est-à-dire il m'analyse mon sommeil profond, mon sommeil paradoxal, la volatilité de mes battements de cœur, et il me donne des avertissements en disant Jean-Philippe, là, ton niveau de préparation, et je le ressens effectivement, et puis il me dit vers quelle heure il serait bon d'aller me coucher. Dieu sait que j'ai négligé ça pendant 30-40 ans de ma vie. Et maintenant, je suis beaucoup plus sensible à ça. Je dis ça parce qu'évidemment, cette bague ne pourrait pas faire le S, le P, le I, le R et le E, mais c'est intéressant de voir au niveau du P, au niveau du physique, voilà, du physique, il y a des choses qui commencent à arriver qui permettent de donner en tout cas des avertissements à chacun pour être beaucoup plus conscient de ça et prendre le moment de se dire mais c'est entre mes mains ça. Exactement. Et alors avertissement et puis aussi succès. Oui. C'est-à-dire que quand on se donne une bonne note, il y a de quoi être appréciatif, comme on dit, être reconnaissant aussi. Totalement. Alors, Gila, je me permets, il reste 2-3 questions, mais alors, j'adore les guides pratiques, les techniques. Je sais que vous avez aussi formé, vous faites toujours, je crois, des CEO notamment et d'autres dirigeants. Un modèle de communication, vous avez parlé quelquefois, basé sur 5 piliers, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'avais pas mal parlé avec Kim Cameron de la communication positive aussi. Je ne sais pas si c'est aligné ou pas avec le modèle de Kim Cameron, mais c'est quoi un petit peu ces 5 piliers? Alors les 5 piliers que j'utilise sont les suivants. Ancrage, qui reprend en fait le postural, comment est-ce que la personne se tient face à son auditoire. Bien entendu, ces questions posturales, elles sont importantes tant en présentiel qu'en distanciel. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce que votre auditoire verra en premier. Il va ressentir, bien sûr. Immédiatement, en fait, un auditoire regarde si la personne est capable de pouvoir tenir au sol. Et c'est la façon d'ancrer. Et c'est vraiment la façon dont la personne se déplace et gère son poids de corps qui va donner une notion de légitimité ou pas à l'observateur. C'est assez fou. C'est immédiat, ça, parce que là, quand on rentre sur une scène, on le sent d'ailleurs. Exactement, mais on le voit prendre même. La parole, etc. Mais lorsqu'on est, quand on fait partie d'un jury,
et qu'on est dans l'écoute d'une personne qui va venir présenter son CV, la façon dont la personne va marcher sur la pointe des pieds, fermer avec 1000 précautions la porte, ne pas faire de bruit pour ne pas faire grincer la chaise, immédiatement, en fait, ça va décrédibiliser la personne, alors que c'est une personne qui peut très bien être vraiment très, très douée. Donc, c'est le premier pilier. Ça, c'est le premier pilier, c'est vraiment l'ancrage. Deuxième pilier, la gestuelle. Alors, le fameux « qu'est-ce que je fais de mes mains ?» Qu'est-ce que je l'ai entendu, ça ? Qu'est-ce que je fais de mes mains ? Alors, la gestuelle, qui n'est pas à négliger non plus en digital. Beaucoup de personnes se disent « Ah, je peux très bien cacher mes mains. » Oui, vous pouvez cacher vos mains en digital, mais qu'est-ce qu'on verra ? Votre faciès. Donc, on verra les mimiques faciales. Et ça, les mimiques faciales, quelquefois, elles peuvent vraiment vous jouer des tours, les mimiques faciales. Donc, c'est pour ça que je dis toujours un tout petit peu de gestes, sans en faire trop, seront les bienvenus. Troisième pilier, le regard. Savoir regarder, c'est savoir écouter. Parce qu'on écoute par les yeux. On écoute par les yeux. Je vous donne un exemple. Quelqu'un toque à la porte, vous demande de pouvoir l'écouter. Si jamais vous ne le regardez pas, alors que vous êtes capable de l'écouter sans le regarder, la personne ne pensera pas que vous l'écoutez. C'est ça. Donc, on écoute vraiment par les yeux. Donc, le regard est capital. Et j'irai même plus loin, on respecte par les yeux. Donc, selon la culture, là aussi, c'est des choses qu'il faut sentir. Être en capacité de savoir, est-ce que je plonge dans les yeux de mon interlocuteur ? Est-ce que je pars ? Est-ce que j'ose regarder ? Si, dans certaines cultures, je ne regarde pas, eh bien, les personnes vont penser que je mens, que je dissimule, que je manipule. Si, au contraire, je regarde de façon trop insistante, pour certaines cultures, ce sera des déclarations de guerre. Donc, là aussi, le regard, ce sont des choses très importantes. Et les deux derniers piliers, ce sont des piliers qui touchent le paraverbal, c'est la voix et le silence. Je rappelle qu'en communication, seuls 7% de ce qui est dit a un impact. Le reste, on oublie souvent ça. C'est du non-verbal et du paraverbal. Ça, ce sont les chiffres d'Albert Mehrabian. Alors, bien sûr, il y a des choses qu'on peut un petit peu, comment dirais-je, nuancer, mais c'est vrai que le non-verbal reste quand même très important en communication. C'est quand même extrêmement complet, extrêmement aussi parlant, j'allais dire, d'arriver à un petit peu comprendre les pouvoirs qu'on a avec notre corps, quoi, tout simplement, et de savoir les exprimer et de savoir mieux les maîtriser. Alors, vraiment, parce que c'est difficile, j'ai tellement de questions, mais il va falloir qu'on arrive vers une fin. Juste avant la dernière question, peut-être, il y en a très remarquable chez les gens qui font preuve de résilience et après un traumatisme, c'est leur détermination. Il y a quelque chose que dont vous avez dit que le terme qui le décrivait le mieux était le fameux concept japonais d'ikigai. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi il est important, ce concept ? Alors, le concept d'ikigai, il va aider justement à pouvoir permettre à la personne de se situer. Pour moi, l'ikigai, c'est un petit peu comme une boussole qui va vous aider à révéler votre raison d'être, votre valeur profonde au monde. L'ikigai, c'est un concept japonais qui veut dire bonheur, mais plus équilibre, si vous voulez, qui propose 4 sphères qui s'interpénètrent avec, en fait, simplement 4 questions très simples. La première, c'est qu'est-ce que j'aime faire ? Et je sais qu'il y a certains dirigeants, lorsque je pose la question, me regardent en me disant « mais je ne me suis jamais posé la question de savoir qu'est-ce que j'aime faire ». C'est vraiment la question qui est la plus difficile. La deuxième question, c'est en quoi je suis douée. Donc, qu'est-ce que je fais naturellement ? Bien. Mais encore une fois, sans se censurer. La troisième question, c'est pourquoi je suis payée ? Et ça, c'est très intéressant parce que quelquefois, on se dit, je suis payée pour faire du phoning, de faire des agrafes, de faire des tableaux Excel, de faire de l'ingénierie pédagogique, de faire... Donc, quand on liste, on se dit, tiens, c'est un peu différent de ce que j'aime faire. Et là, déjà, si vous voulez, en termes de dissonance, ça peut commencer à vouloir dire quelque chose. Et puis, la dernière chose, c'est qu'est-ce que je fais dans un cadre qui me dépasse, qui est plus grand que moi, pour les besoins du monde. Alors là aussi, j'ai généralement des personnes un peu dubitatives en me disant « mais les besoins du monde, moi je suis une petite goutte dans l'océan, qu'est-ce que... » Mais il faut vraiment voir ça d'un point de vue plus d'héritage. Qu'est-ce que je laisse en fait derrière moi ? Et là, ça peut très bien être l'éducation que je fais des enfants, ça peut être le système associatif que je soutiens, ça peut être les initiatives humanitaires que je peux faire. Et c'est très intéressant parce que pour certaines personnes, cette 4e sphère, elle va devenir intéressante proche de la retraite. Où là, la personne va se dire, mais tiens,
qu'est-ce que je laisse derrière moi? Vite, vite. Essayons de voir ce que je peux trouver qui Quelle soit sera mon épitaphe. Exactement, en lien avec les besoins du monde. Et c'est vrai ouais. qu'en croisant ces 4 sphères, on réussit à trouver un espace, je dirais, d'équilibre qui va vous renseigner sur votre raison d'être. Non, c'est formidable. En plus, il se trouve que j'ai enregistré très récemment encore des entrepreneurs sociaux, donc qui sont aussi des change makers, comme je les appelle, qui sont assez extraordinaires. Et j'allais dire qu'ils ont ça en eux assez naturellement, cette connexion avec les besoins du monde. Et ils n'attendent pas d'être à la retraite, je peux vous le dire, à 18, 19 ans ou même avant. Ils sont déjà en pleine ascension pour aller escalader leur premier mont Everest avant de faire le deuxième, le troisième, etc. Ça donne beaucoup d'énergie. Alors, on va en arriver vraiment, malheureusement, à la dernière question, Gila, parce que le temps passe très, très vite. Quelle est finalement, c'est une grande question, votre définition d'un leader positif ? Et quelles sont les aptitudes finalement que vous mettriez en avant ou à développer pour chacun? Parce que pour moi, un leader positif, je ne vais pas m'avancer trop dans la définition, mais en tout cas un leader. Pour le leader, c'est à tout niveau. Ce n'est pas une question d'être le boss. Ça peut être dans une famille, ça peut être une communauté, une association, ça peut être une soignante, ça peut être... Voilà. C'est quoi être un leader positif? Alors, déjà, être un leader, ça suppose, contrairement à un manager, d'accepter d'être vu. Et ça, c'est quelque chose, on revient au théâtre, c'est quelque chose qui est une mise en risque, parce qu'accepter d'être vu, c'est-à-dire accepter d'être moqué, d'être ridiculisé, d'être décrié, d'être jalousé. Donc l'exposition, qui suppose aussi un Martin Luther King, c'est-à-dire une exposition à bout portant, je dirais, ça doit être le propre d'un leader. Un leader comparé à un manager qui lui est un homme de l'ombre, qui est un homme du collectif, un leader doit être capable de se dresser seul. Pourquoi ? Parce qu'un leader, ce n'est que quelqu'un qui crée du followership. On oublie toujours que les leaders ne sont que grâce à des followers. Donc un leader positif, c'est quelqu'un qui va créer du followership positif. Ça veut dire qu'en fait, dans sa façon de pouvoir s'ériger, dans son courage et dans sa capacité à porter en fait le collectif, il va réussir à créer cet élan vers, et on retrouve cette idée de l'espoir, cet élan vers quelque chose qui va porter en fait les gens vers quelque chose qui est de l'ordre d'un collectif, on va dire, meilleur. Donc pour moi, le leadership positif, il a le courage de se montrer et il a la capacité aussi de communication pour pouvoir embarquer et pour pouvoir dépasser ses propres craintes, parce qu'il sait que lorsqu'il parle, il ne parle pas pour lui. Ce n'est pas un acte d'égocentrisme, au contraire. Il parle au nom des autres, pour les autres. Quelle belle manière de conclure, Dr Gila Clara-Kessous. C'était vraiment un entretien extraordinaire pour moi. Merci. Et voir un visage illuminé aussi à plusieurs reprises pour nos auditeurs, parce que l'entretien aurait pu continuer bien plus, et j'espère qu'on aura sûrement l'occasion ensemble d'en reparler, voire peut-être de faire des choses ensemble. J'ai juste retenu ce que j'essaie de faire dans ces podcasts, Gila. Je prends des notes, quelques thèmes très forts. J'ai beaucoup aimé le bien dire pour les sans-voix. J'ai beaucoup aimé aussi le tuilage et la manière de travailler en constellation pour sortir de son silo finalement. Et puis finalement, pour finir, ce leader qui est là pour créer un fellowship positif et créer un élan positif autour de lui, pour monter justement sur le prochain Mont Everest, la deuxième montagne, vers laquelle on a tous à un moment donné, j'espère le plus tôt possible, envie de se diriger. Donc un immense merci Gila pour cette discussion entre nous, c'était formidable, et surtout pour des conseils très concrets aussi, qui montrent que c'est à la portée de chacun d'entre nous de s'ériger, de se donner le droit de devenir un leader positif. Faisons-le. Faisons-le. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Merci beaucoup.